on va aborder, pour ceux qui sont intéressés de connaître la technique de cohérence cardiaque que j'enseigne, qui est comment harmoniser son cœur et son cerveau, on va l'aborder. Je vais vous l'expliquer, mais de façon beaucoup plus courte, parce que normalement je prends 1h30 pour ça. En faisant pas mal d'exposés avec un écran, c'est un peu plus simple parce que j'expose des données scientifiques et un peu aussi les dernières recherches qui ont été faites sur la neuroscience, la physique quantique et d'autres domaines. Donc je vais essayer d'aborder le spectre à travers le yoga, parce que c'est ça qui nous unit aujourd'hui. Donc nous sommes tous passionnés de cette discipline, de cette science, et j'aimerais juste poser un peu le cadre et vous donner un petit rappel de ce qu'est le yoga. Pour tous, il y a quelque chose qui nous appelle dans cette pratique. Moi-même, j'ai commencé à pratiquer le yoga intensément il y a 12 ans. Et j'ai beaucoup creusé sur cette voie, essayer de comprendre chaque maître, chaque lignée, chaque école, d'où elle venait, comment on en était arrivé là, pourquoi ces yogas étaient tous différents. Parce qu'on voit plein de styles de yoga. Et c'est quoi le yoga en fait, au final? C'est quoi? C'est intéressant. Donc si vous prenez la racine du mot yoga, c'est du sanskrit et ça veut dire se lier à quelque chose de plus grand. C'est yoga, c'est ce phénomène d'ouverture. C'est un peu dur de traduire le sanskrit dans notre langue, mais c'est un phénomène d'ouverture à quelque chose qui nous englobe. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez mystique, entre guillemets. C'est quelque chose qui nous dépasse, donc qui dépasse nos conceptions, notre mental. C'est ça que veut dire le mot yoga. Et après, dans l'histoire de l'Inde, quand le yoga s'est manifesté dans les premiers textes sacrés des Védas, il n'était pas décrit comme ce qu'on connaît aujourd'hui, comme des asanas, des techniques de pratique physique, etc. C'était une science d'éveil spirituel. Ça veut dire quoi? Le but du yoga est d'atteindre le samadhi. Le samadhi, c'est l'union à ce divin, à cette chose qui nous englobe, qui nous dépasse. C'est ça le but du yoga. Et c'était par les premiers rishis qui ont élaboré et parlé de cette science, ils l'ont abordé de manière scientifique, avec leurs outils de l'époque. Alors ils utilisaient d'autres outils d'introspection intérieure, dont la soma, qui est un liquide sacré, on ne sait pas trop ce que c'était, mais ils absorbaient des substances qui leur permettaient de voyager dans l'univers et de tirer des informations sur leur environnement, leur monde intérieur et leur vie. Et donc, quand le yoga s'est manifesté, il est arrivé comme une science d'éveil spirituel. Et pendant des millénaires, il s'est transmis, avant de s'institutionnaliser, en tant qu'école, en tant que discipline. On ne parlait pas de yoga, on parlait juste du divin. Et pendant des millénaires, il a été enseigné dans la forêt, dans les jungles d'Inde, de maître à disciple, one-to-one. Il n'y avait pas de classe. Donc c'est des personnes qui dédiaient leur vie à cette science et qui suivaient des instructeurs dans la forêt. Ils vivaient presque nus dans la forêt avec les animaux sauvages pendant des années pour apprendre le yoga. Et ce yoga-là, en fait, il était beaucoup plus, on va dire, complet et vaste que ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec plusieurs segmentations. Ce que vous connaissez, ce qu'on aborde ici dans ce festival, c'est une partie de ce qu'on appelle asana. C'est le yoga postural, qu'on après on appelait hatha yoga. Mais en fait, le hatha yoga, c'est le yoga de la maîtrise. C'est une des voies parmi toutes les voies, la panoplie des voies que nous a offert le yoga. Et en fait, elles sont infinies, les voies. Quelqu'un qui est cireur de chaussures, ça peut être sans yoga. Et à travers le mouvement juste de tous les jours nettoyer ses chaussures, il peut imaginer qu'il nettoie son cœur. Et c'est un yoga pour lui. Donc en fait, le yoga, c'est cette discipline spirituelle qui va nous permettre d'aller vers quelque chose qui nous dépasse, d'aller vers la complexité ou notre fort intérieur, la divinité qui nous habite. Donc dans les premiers temps, les grandes classes de yoga se divisaient en 4 genres. On avait ce qu'on appelait, et d'ailleurs le yoga le plus, on va dire, répandu en Inde, c'est le bhakti yoga. C'est le yoga de la dévotion. Et ça, on connaît bien dans notre pays un peu parce que quand on pratique l'islam, par exemple, d'une manière très dévotionnelle, très rigoureuse, en faisant ou dans des monastères pour les chrétiens, les frères ou sœurs chrétiennes qui sont toute la journée en train de prier, ils sont dans un yoga dévotionnel. Donc il n'y a pas de posture, il n'y a pas de je me mets en arrière, je fais ci, je ralentis ma respiration. Non, juste je me prosterne et je me dévoue à ce qui me dépasse, à la divinité qui me dépasse. C'est ce qu'on appelle le bhakti yoga, et ça existait dans toutes les traditions du monde, le bhakti. Après, vous avez le karma yoga. Le karma yoga, c'est le yoga du service. Et ça aussi, dans vos vies, vous avez dû rencontrer des personnes
qui naturellement sont toujours au service. Elles sont là toujours au service de l'autre. Et il y en a qui se consacrent dans des hôpitaux, dans des associations, qui voyagent dans le monde au service de la vie de l'autre. Et ça, c'est un yoga. Hein, sans passer par toutes les autres phases ou écoles de yoga, juste en se mettant au service de la vie de ses frères et sœurs humains, ou des animaux, ou de la nature, ou peu importe. Se mettre au service d'une chose va permettre d'arriver au samadhi aussi, au même résultat que le Hatha Yoga explique. Et après, vous avez le Jnana Yoga. Le Jnana Yoga, c'est le yoga de la connaissance. Et le yoga de la connaissance, en fait, c'est ces grands philosophes, ces grands théologiens, ces rishis en Inde, qui ont poussé la théologie et la philosophie au maximum dans les perceptions et dans les conceptions mentales. Donc en poussant le mental à sa limite dans la recherche de qui suis-je, ou qu'est-ce que l'univers, ou qu'est-ce que le divin, en ayant cette réflexion perpétuelle, mentale, à un moment on peut aussi atteindre le même résultat de samadhi. Et puis ma conclusion à moi, après beaucoup de recherches, elle rejoint un guide que je l'ai pas connu, mais je l'ai beaucoup lu et suivi, qui s'appelle Shivananda, qui était à Rishikesh au début du XXe siècle. Et il a fait un très beau dessin sur un vieux livre que j'ai retrouvé de lui. Il a dessiné une montagne. Et il a mis le samadhi au sommet avec une couronne, c'est le but. Donc, il faut grimper la montagne. Et puis il a mis des obstacles sur ce dessin. Il a mis un lion, un serpent, de façon très enfantine, c'était super comme dessin. Voilà, plein de petits dangers sur le chemin. Et puis il prend chaque yoga. Il dit, le karma yoga, ça va faire ça, puis ça va reculer. Puis après un petit détour, on peut atteindre le samadhi. Et chaque yoga fait son petit chemin avec des petites déviations. Mais il dit le yoga royal, finalement, c'est quoi? C'est un peu de tout. C'est dans sa vie, être un peu dans le karma, être dans le bhakti, être dans la connaissance, et être dans la pratique aussi. Et je trouve ça très beau et très juste. Parce qu'on ne peut pas juste être dans la pratique physique et oublier de s'instruire, d'essayer de comprendre l'univers, de s'enrichir. On ne peut pas juste pratiquer le yoga et ne pas se mettre au service de notre société, de nos frères et sœurs humains, de la nature, des autres. On peut pas. Aussi, il faut lâcher prise, c'est très important dans la pratique. Donc, j'aime bien cette conclusion donnée par Shivananda qui dit finalement la voie royale, c'est un peu suivre tous ces yogas-là de façon équilibrée, mais il dit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en chacun de nous, il y a une prédominance. Comme dans toutes les sciences orientales, si on prend l'Ayurveda, on va dire vous avez un dosha qui est prédominant des autres. Il y a toujours une partie qui est un peu prédominante où on a plus de facilité. Il faut la repérer, parce que peut-être il faut la nourrir un peu plus. Et pour terminer dans ces yogas-là, et c'est le yoga que vous pratiquez dans ce festival, c'est le Hatha Yoga. Et le Hatha Yoga, c'est le yoga de la maîtrise des sens. C'est pas juste le physique. Et ce yoga-là, donc je vais l'expliquer un peu plus, il a été institutionnalisé et posé dans un cadre par Patanjali, 2 siècles après la mort de Bouddha. On connaît pas vraiment la date, on sait même pas si ce personnage a réellement existé, mais en tout cas c'est ce qui a fixé le yoga et on a fait un courant philosophique en Inde parmi les grands 6 ou 7 courants de pensée qu'il y a. Et ce Hatha Yoga c'est quoi? Mais en fait, le Hatha ça veut dire quoi? C'est l'Ashtanga Yoga, c'est les 8 branches. Les 8 branches du yoga. Et je vais vous expliquer ces 8 branches-là parce qu'elles sont très importantes. Et dedans, vous avez la pratique physique. Ça commence par Yama. Yama, c'est la relation avec soi-même. Après la deuxième, donc, ça commence avec comment je me comporte avec moi-même, avant de commencer là. C'est quoi mon rapport avec moi-même? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'accepte? Est-ce que je suis tolérant avec moi-même? C'est des questions réellement importantes. Puis, il y a le Niyama. Le Niyama, c'est la relation avec l'extérieur. C'est ce qu'on appelle chez nous le Mu'amala. Et ça aussi, c'est essentiel. On ne peut pas être sur son tapis de yoga et puis mal se comporter, être désagréable. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Si on est dans une recherche dans le yoga, il faut commencer par la base. Donc, il met les 2 premiers piliers de Ashtanga, qui sont les 8 branches. La troisième, c'est Asana. C'est celle que vous connaissez. Donc, c'est ces pratiques. Donc, il y a une série de pratiques il y en a des milliers, des postures qui ont été exposées, pratiquées dans beaucoup de livres anciens qu'on retrouve en Inde. Et en fait, Asana, elle sert à quoi? C'est quoi l'objectif d'Asana? C'est juste de pouvoir, après, arriver au 4e, 5e, 6e, 7e palier que je vais vous expliquer. Il n'y a pas d'autre objectif. L'objectif, c'est de pouvoir s'asseoir, respirer, méditer, faire abstraction de ses sens, pour pouvoir rentrer dans une méditation profonde, afin de se joindre ou se lier à ce que le samadhi un peu
évoque dans le yoga. Il n'y a pas d'autre objectif. Donc, si vous voulez, le yoga est victime aujourd'hui de ses side effects. Le yoga est victime de ses effets secondaires qui sont la santé, le rajeunissement, etc. Parce que ça fait du bien quand on fait du yoga, on se sent mieux dans sa peau. Mais en fait, les yogis à l'époque, ils s'en foutaient. Ils ne recherchaient pas ces effets secondaires. Là, ce qui était important, c'était la fin, la libération du cycle. C'était d'atteindre l'éveil. Il n'y avait pas d'autre sens au yoga. Et aujourd'hui, dans notre société occidentale, ce yoga-là, finalement, il est victime de ces effets secondaires. Et c'est ce que recherchent les gens en rentrant dans le yoga. On se sent mieux, il y a moins de stress, on est plus positif, on habite mieux notre corps, etc. Ce qui est très bien. Mais il faut savoir que il n'a pas du tout été conçu pour ça. C'est juste un des effets secondaires de asana. Donc, qui est la troisième branche. La quatrième, c'est pranayama. Pour ceux qui pratiquent le yoga, c'est toutes les techniques. Si on traduit littéralement du sanskrit, c'est la mécanique du souffle. C'est comment maîtriser son souffle pour pouvoir accéder à des centres énergétiques, à des choses plus profondes en nous. Et donc, c'est l'étape, si on n'a pas un corps qui est assez souple, assez bien, on va dire, dans une bonne posture, on ne peut pas vraiment pratiquer pranayama. C'est difficile. Donc les asanas nous servent à rentrer dans pranayama. Après pranayama, la quatrième, la cinquième, c'est dharana, la concentration. Parce que sans concentration, on peut atteindre aucune pratique. Et quand vous avez un corps où les énergies circulent de façon, on va dire, optimale, quand vous avez une bonne posture, c'est plus facile d'atteindre un point de concentration. Et là, juste dans ce dharana-là, vous avez une multitude d'écoles qui enseignent des yogas différents, sur une concentration, sur des points, sur des mandalas, sur des statues, sur des couleurs, sur tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a des yogas qui ne se dédient qu'à cette partie-là, dharana, qui est un peu méconnue en Occident. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un pratyahara. C'est comment, en fait, si on traduit par pratyahara, c'est l'obstruction des sens. C'est comment on va se couper de nos sens. Parce que finalement, notre lien à la réalité, elle est établie par nos 5 sens. C'est elle qui fait notre interaction et la possibilité de vivre dans cette vie matérielle. Mais comment je vais faire pour me couper de ces sens, pour goûter à qui je suis vraiment, à l'intérieur. Et ça, c'est déjà une pratique avancée. Comment je vais m'abstraire de ces sens-là. Et ça, c'est la pratique de pratyahara. Alors, il y a plein de techniques, dont, par exemple, une technique qu'on retrouve chez nous dans le soufisme, qui est le khalwa, la tanklo. Quand vous rentrez dans une chambre noire, isolée du son, isolée de la lumière, isolée de tout ce que vos sens peuvent percevoir, là, ça va créer, ça va induire une espèce de mouvement forcé vers l'intérieur. Et forcément sortir tout ce qui est à l'intérieur aussi, de façon beaucoup plus rapide. Puis après, on est à la 7e étape, c'est dhyana, c'est la méditation. Donc, d'après le yoga, une fois qu'on a bien suivi cet escalier, normalement, on devrait pouvoir rentrer dans un état de méditation stable, où le mental est complètement apaisé. D'ailleurs, si vous prenez le Yoga Sutra de Patanjali, qui est le texte fondateur du yoga, il dit Yoga Chitta Nirodha. C'est le premier verset du Yoga Sutra. Le yoga commence à la cessation des activités ou les fluctuations du mental. Et le deuxième verset dit et là, l'être essentiel se découvre en lui-même. C'est à ce moment-là que l'être est découvert. C'est à ce moment finalement où les fluctuations. Et on le mesure aujourd'hui en neurosciences, si vous faites une comparaison. On mesure les ondes cérébrales, on sait les mesurer, on les connaît très bien. Vous êtes là en ce moment, vous êtes peut-être en bêta, vous êtes sorti un peu de votre, excusez-moi, en alpha, vous êtes sorti un peu de votre état bêta qui est l'état où je suis très actif. Vous vous êtes posé, ça commence à se ralentir, on diminue, puis on va rentrer en θ, c'est juste avant le sommeil, c'est là quand votre corps est complètement relaxé. D'ailleurs, c'est le début de la méditation, c'est quand le corps se relaxe, le mental il lâche un petit peu. Et si on fait une comparaison, si on essaie de métaphoriser un peu ce premier sutra de Patanjali, si vous prenez comme exemple votre mental avec un grand lac, imaginez que vous êtes sur un grand lac, et il y a un grand orage, et vous ne voyez rien. Tout est perturbé, les vagues bougent, il y a du vent, il y a de la pluie, c'est le bordel total, ça bouge dans tous les sens. Vous ne voyez rien de ce qui est au fond, pourtant vous êtes le lac. Et qu'est-ce qui est nécessaire? Si vous apaisez tous les phénomènes, qui sont les phénomènes du mental, que vous ramenez à un état d'équilibre, petit à petit, le fond va commencer à être aperçu. Et c'est ça un peu
le but. Hein. C'est juste d'apercevoir, de tranquilliser tous les phénomènes que le mental érige autour de nous pour pouvoir observer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ça un peu que propose le yoga. Donc voilà, ça c'était un peu l'introduction que je voulais vous donner parce que ça me tenait à cœur de vous parler de ces sujets. On va essayer de faire un lien entre ce que le yoga nous enseigne et aussi ce que les nouvelles sciences nous apportent. Le sujet des thèmes des conférences que j'aborde sont toujours autour de l'amour et la pleine conscience. Je vais juste vous expliquer ça très rapidement pour que vous compreniez. L'amour, pourquoi? Parce que je considère, dans mon approche, hein, bien sûr, que ce que j'appelle l'amour avec un grand A, c'est l'univers. C'est l'énergie qui fait l'univers. C'est la vie. C'est le cosmos. C'est la lumière qui habite tous les êtres. C'est quelque chose, c'est cette chose qui nous dépasse. C'est ce phénomène d'ouverture qu'on retrouve dans ce mot yoga, c'est s'ouvrir à quelque chose de plus grand. C'est ce que moi j'ai défini par amour et je trouve que c'est un mot qui unit plus facilement que de parler de religion ou de pratiques ou de cultures différentes. C'est assez universel comme principe parce que finalement c'est l'univers. Donc il y a cette énergie qui fait, on ne la comprend pas, mais l'humanité à travers tous les âges a essayé de comprendre ce phénomène, l'expliquer, sans réellement l'atteindre par la pensée. Et ce qui est intéressant, pour prendre un scientifique que vous connaissez tous, hein, et qui a laissé un mot à sa fille avant de mourir, c'était Einstein. Et avant de mourir, il a écrit une lettre à sa fille, qu'on a retrouvée par la suite. Donc c'est un de ses derniers écrits. Et en conclusion, donc, il expliquait, il résumait un peu sa vie, tous les enseignements qu'il avait tirés de sa vie à sa fille, et il dit à un moment dans la lettre, il est une force extrêmement puissante pour laquelle jusqu'à présent, la science n'a pas trouvé une explication officielle. C'est une force qui comprend et régit toutes les autres, et est même derrière tout phénomène qui opère dans l'univers, et qui n'a pas encore été identifié par nos soins. Cette force universelle est l'amour avec un grand. Donc c'est intéressant qu'un des plus grands génies cerveau-mental de notre humanité arrive à ce genre de conclusion. Ça nous donne un petit aperçu. Et moi, je le rejoins complètement sur sa définition. Et pourquoi la pleine conscience? Parce que finalement, dans toutes les pratiques, et religions, et cultures, et, on va dire spectres qui abordent la spiritualité, on retrouve la conscience comme un thème central. Parce que finalement, c'est ma conclusion, hein, toutes ces écoles, tous ces courants nous font que nous enseigner comment prendre conscience de cet amour. Arriver à la pleine conscience de cette énergie-là, qui est l'amour, et qui est finalement nous-mêmes, peut-être. Beaucoup arrivent à cette conclusion, que finalement cet amour-là, il est, chez les Tibétains par exemple, ils disent que dans le cœur, on va aborder le cœur, il y a tout l'univers qui est dans le cœur, comme à l'extérieur. Donc toute sa potentialité et sa taille. Il y a le même univers dans le cœur. C'est peut-être un reflet holographique de nous-mêmes. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise ces deux termes. Et on va aborder maintenant une technique. Je vais essayer de faire le lien, comme je vous ai dit, avec le yoga. Et cette technique, en fait, elle a été conçue par un institut qui s'appelle HeartMath en Californie, et qui, depuis des dizaines d'années, étudie le cœur dans toutes ses fonctions, avec vraiment des appareillages hyper sophistiqués, c'est les plus avancés dans ce domaine. Et ils sont arrivés à mesurer, avec des appareils très pointilleux, ils sont arrivés à mesurer la fréquence émise par le cœur pour communiquer avec le cerveau. Et ils ont commencé à mesurer, parce que, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, dans le cœur, il y a 20 000 neurites sensorielles, comme dans le cerveau, qui opèrent. Et ils ont mesuré la discussion entre les neurones du cœur et les neurones du cerveau. Et ils ont mesuré différentes fréquences. Mais c'est toutes des basses fréquences. On est en dessous de 1 Hz, 2 Hz. Donc c'est très bas. C'est pas audible, hein, à l'oreille humaine. Et ils ont réussi à mesurer en faisant méditant des gens dans des salles, etc., en mesurant leur cœur, aussi avec tout un tas d'appareils, ils sont arrivés à mesurer quelle était la fréquence optimale, c'est 0,1 Hz, pour que le cœur rentre en cohérence avec le cerveau. C'est ce qu'ils appellent la cohérence cardiaque. Et à ce moment-là, ils ont réalisé qu'à 0,1 Hz, en fait, le langage, la communication entre le cerveau et le cœur était optimale,
elle a amené tous ces bienfaits qui sont la plénitude, l'harmonisation des hormones dans le cœur, hein, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que toutes les hormones se régulent, le bien-être, une joie profonde, et tout un tas qui sont très similaires à ce que les mystiques décrivent comme effet secondaire de leur pratique spirituelle. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que finalement on a cette possibilité d'harmoniser nous-mêmes avec juste une conscientisation du process, notre cerveau avec notre cœur. D'ailleurs c'est un peu une quête perpétuelle pour nous tous, on souffre tous d'un mental qui est, on va dire, hyper violent, hein, concernant dans la plupart des cas, qui est prédominant, qui est un brouillard total autour de nous et qui ne nous permet pas d'écouter le reste. Sachant que le cœur, d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que le champ magnétique du cœur, la fréquence et le champ magnétique du cœur est 5000 fois plus puissant. 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. C'est dingue. Pourtant, nous, on n'est que dans le brouhaha du cerveau. Hein. C'est continu, c'est incessant. Vous savez d'ailleurs, juste pour faire le parallèle avec le yoga, dans le yoga, le mental est décrit par le mot Tsitta, qui a donné Chitta dans certaines traductions. Et Tsitta, en fait, c'est tous les phénomènes du mental. Et les phénomènes du mental ont été classés en plusieurs catégories. C'est pas que votre pensée, en fait. Les yogis ont classé le mental parmi les phénomènes du mental, le rêve, toutes les catégories d'émotions, le raisonnement juste, même le raisonnement le plus juste, ils considèrent que c'est une manifestation de Chitta. Et leur traduction du mot Siddha en sanskrit veut dire un singe enragé qui s'est fait mordre par un serpent. C'est drôle hein, comme perception. C'est ce singe hein, qui est complètement excité, qui saute dans tous les sens, et en plus il a été mordu par un serpent. C'est encore pire. Et c'est comme ça qu'ils décrivent le mental et ses manifestations. Et c'est un peu drôle parce que si on creuse un peu dans notre tradition, comme vous savez le sanskrit, une des plus anciennes langues du monde, ça a probablement donné shaitan en arabe. Et le shaitan, hein, le diable, finalement, c'est ce mental violent qui ne s'arrête jamais. C'est ça, c'est cet enfer permanent que beaucoup d'entre nous vivent parce que ça ne s'arrête jamais. Et il y a une identification perpétuelle à ces phénomènes-là. Et donc cette technique de cohérence cardiaque va permettre de descendre dans le cœur, d'harmoniser, de se désidentifier de toutes ces manifestations du mental. Parce que c'est quoi le problème finalement? C'est que depuis notre naissance, depuis notre enfance, on nous apprend à nous identifier à notre mental, en permanence. Hein, avec Monsieur Descartes qui a eu une influence énorme sur le monde moderne, on est dans le « je pense donc je suis », hein, ça a conditionné toute une civilisation. Alors qu'avant, dans toutes les traditions et cultures du monde, l'être humain n'était pas identifié seulement à ses pensées. C'était autre chose, c'était un cœur, c'était des énergies, c'était de l'amour, c'était beaucoup d'autres choses. Mais on a limité l'être humain à ce phénomène-là, qui n'est qu'un phénomène. Pour les yogis avancés, ils vont comprendre que ce ne sont que comme une télévision hein, qui passe ses chaînes avec des bruits, des images, etc. Ce ne sont que des phénomènes. Et donc, en fait, le but hein, du yoga, comme c'est de la technique finalement qu'aborde Rahman, c'est comment se désidentifier de ces pensées, créer un espace entre vous et vos pensées, vos phénomènes, toutes les manifestations de vos phénomènes mentaux, pour goûter à cette tranquillité, cette paix, hein, cet état d'apaisement. Ce lac hein, qui devient plus clair. Et là, on peut voir. Et il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui voit, qui n'est pas nos pensées. Il y a une conscience qui observe, même les pensées. Si vous méditez ou vous pratiquez le yoga, vous pouvez arriver à cet état-là où vous allez observer vos pensées comme étant extérieures à vous, à cette chose, cette conscience profonde qui observe tous ces phénomènes à travers les 5 sens. Et le mental est un des 5 sens. Et elle est où l'attention? La conscience est où? Ah, ça on ne sait pas en fait. Alors on va l'aborder, il y a beaucoup on va rentrer là-dedans. Beaucoup de traditions et de cultures, et là c'est pas scientifique parce que la science n'a pas de réponse, la mettent au centre du cœur. Et on va découvrir qu'avec les dernières recherches sur le cœur, peut-être ça fait du sens. Mais comme l'espace est relatif de toute façon, par exemple, on sait aujourd'hui que les pensées ne sont pas dans le cerveau. Ça c'est prouvé scientifiquement. Il y a une espèce de champ aurique magnétique autour de nous où la mémoire s'ancre et qui est liée au champ magnétique de la Terre. C'est pas stocké hein, dans notre cerveau. Il y a des champs autour de nous. Donc, on peut être un manque cérébral et la conscience est toujours peut-être pas. C'est possible. C'est possible.
Mais ce qui est important, c'est de ressentir les choses. C'est important d'essayer de comprendre, de mettre en, si vous voulez, et c'est le but de cet atelier, c'est de vous exposer ce que les sciences traditionnelles sont arrivées, à quelles conclusions elles sont arrivées, et aussi les dernières sciences, hein, à quelles conclusions elles sont arrivées. Et pour cela, juste pour un peu vous expliquer pourquoi ce mental-là est prédominant dans notre société, la science moderne telle qu'on la connaît, telle qu'elle a établi finalement, influencé la civilisation moderne dans ses fondements, elle s'est basée sur 6 questions fondamentales auxquelles elle a répondu. Hein, à la réponse « Qui suis-je » La science a 6 réponses. Et ces 6 réponses ont conditionné notre humanité dans le monde actuel, à travers 300 ans de matraquage, 300 ans d'influence de toutes les civilisations aujourd'hui. La première question qu'elle pose, c'est quelle est l'origine de la vie? L'origine de la vie, elle est d'où? Et cette question-là, finalement, la science a répondu comment? Elle est aléatoire. Elle est aléatoire. Alors que quand on pousse la science, on se rend compte que c'est impossible, le hasard n'existe pas. Il y a une chance sur des centaines et des centaines de billions de milliards, le chiffre infini, que la vie émerge sur Terre dans cette complexité et arrive à se manifester jusqu'à former des corps humains et cette intelligence. Donc, mais la science nous dit depuis notre enfance, hein, à travers le monde, que non, en fait, l'origine de la vie, elle est aléatoire. Et ça conditionne une perception de notre propre vie et du monde autour de nous. Alors que les nouvelles sciences nous disent le contraire. Toutes les nouvelles sciences qui sont, on va dire, revues et checkées, c'est ce qu'on appelle peer-reviewed science, c'est des expérimentations ou des documents ou des recherches qui ont été validées par toute une communauté scientifique, mais qui n'apparaissent pas au grand jour, ni dans les manuels scolaires, hein, ni dans les médias. Alors que toutes les nouvelles sciences, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que l'origine de la vie, elle n'est pas aléatoire, elle est précise, elle est mathématique, il n'y a rien d'aléatoire dans l'univers. Tout est en harmonie. Il n'y a pas de phénomène aléatoire. Tout est organisé. Tout est hiérarchisé. Et on le comprend en étudiant tous les différents cycles, que ce soit dans le macro ou dans le micro. La deuxième question qu'elle pose la science, c'est quelle est l'origine de la vie humaine? Et là aussi, il y a eu, on va dire, tout un tas de théories, dont Darwin, qui a conditionné réellement notre rapport au monde de façon assez phénoménale, sans que vous le sachiez peut-être. Et peut-être même lui ne le savait pas à son époque, mais il a vraiment conditionné la perception de l'être humain dans son environnement. Et lui, l'origine de la vie, vous la connaissez, il dit qu'on descend des singes. Et ça conditionne une certaine perception aussi de nous-mêmes. Alors que beaucoup de nouvelles sciences nous affirment aujourd'hui que non, en fait. Les dernières découvertes qui ont été faites sur l'Homo sapiens à 200 000 années, ils n'ont trouvé aucune différence dans son génome, dans sa masse cérébrale, etc., par rapport à l'homme d'aujourd'hui. Il y a plein de théories là qui ouvrent un peu, je ne vais pas en parler parce que ça mériterait toute une autre conférence, mais il y a plein de nouvelles réponses à cette question-là. La troisième question, c'est quelle est la relation avec notre corps? Et là aussi, à travers toutes les médecines modernes, allopathiques, et le rapport à notre corps, on nous enseigne dans cette science qu'on a héritée depuis 300 ans qu'on est séparé de notre corps, qu'on est une entité séparée. Alors que toutes les nouvelles sciences aujourd'hui nous disent que non. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes unis complètement à notre corps. Et ça, c'est très important. Et le yoga aussi, dans les pratiques de yoga, cette pratique est là pour nous le rappeler. Intégrer notre corps, vivre dans notre corps. La quatrième question que aussi pose la science, c'est quelle est la relation avec le monde au-delà de notre corps. Et là aussi, la science nous dit qu'on est séparés. Depuis qu'on a compris la place de la Terre dans la galaxie, et de la galaxie plutôt, là on est arrivé à la conclusion qu'on est complètement isolé, séparé de tout. On est un petit grain de sable perdu dans le cosmos, ignoré, et il n'y a pas de vie finalement autour de tout ça. Nous sommes que le fruit d'un hasard qui a fait que cette petite étincelle de vie est arrivée sur une planète. Parmi aujourd'hui, on est arrivé à 800 millions de planètes, exoplanètes, juste dans notre galaxie. 800 millions. Imaginez après, avec plusieurs centaines de milliards de galaxies, combien ça fait de possibilités. Ben non, l'humanité, elle est arrivée que sur ce petit bout, séparée du reste. Et ben la nouvelle science aussi nous dit l'inverse aujourd'hui, tout est connecté. Et on va l'expliquer en physique quantique, après je vais vous donner 2 ou 3 outils pour le prouver. Finalement, on passe d'un modèle de séparation qui nous a conditionnés à une nouvelle, finalement, une nouvelle perception de nous-mêmes par rapport au reste de l'univers qui nous dit qu'on est connecté, qu'on est interconnecté à tout le reste dans l'univers.
Et la cinquième question, c'est quelle est la relation avec notre passé. Et ça aussi, c'est un grand conditionnement qu'on a vécu. On nous dit que la civilisation humaine a débuté il y a 5000 ans, temps zéro, et ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, on sait, on a retrouvé des ruines de temples, d'artefacts, etc., qui datent de beaucoup plus de 5000. On a retrouvé toute une ville qui a 11 000 ans en Turquie, qui s'appelle Göbekli Tepe, par exemple, où il y avait déjà des rites et des dessins et des manifestations très anciennes de nos civilisations. Et aujourd'hui, on arrive, avec aussi les nouvelles sciences, de comprendre que finalement, non, la relation avec notre passé, elle est cyclique. Il y a eu des cycles. Comme il y a des ondes, l'humanité a été cyclique dans son histoire. Et que peut-être nous avons connu une multitude d'humanités et d'expériences avant d'arriver à nous. Et ça aussi, ça change la donne finalement. Ouais. L'expérience humaine n'a pas commencé il y a 5000 ans. Ça change aussi notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Et la dernière, ce qui est très très importante, c'est quelle est notre relation avec la nature. Et là aussi, il y a quelque chose ancré en nous, et d'ailleurs on le voit dans toute la manifestation du système capitaliste à travers le monde, qui nous dit, c'est la loi du plus fort. C'est la survie du plus fort. C'est le rapport à la nature, c'est le conflit. Le rapport à la nature, c'est la compétition. Et ça, c'est ancré en nous, dans nos travail, dans nos business, dans comment le monde se manifeste. C'est la compétition, le conflit. Et c'est ancré, alors que c'est faux. C'est faux. La nature ne fonctionne que par la coopération. Et on le sait aujourd'hui. On le sait, on le comprend. Si vous prenez juste dans un cycle naturel une feuille qui tombe d'un arbre, qui puis après nourrit le sol, qui nourrit les champignons, qui nourrit les vers de terre vont nourrir un réseau de racines, etc., etc. Et en fait, tout est en coopération. Donc finalement, et ça fausse complètement le rapport avec nous-mêmes. On a été déracinés de notre contenant qui est la nature. On a tout bétonisé autour de nous. On a créé on a fait en sorte de mettre plein de lumière pour plus voir le ciel et de vivre dans une espèce de bulle séparée de finalement notre contenant réel qui est la nature. Et ça aussi, c'est un grand bug. Et les nouvelles sciences nous prouvent finalement non. Tout est basé sur des modèles de coopération. Donc ça et on retrouve finalement ces conclusions-là, on les retrouve dans le yoga et dans les sciences traditionnelles aussi. On retrouve ces mêmes conclusions. Bouddha, par exemple, déjà a parlé presque de physique quantique à son époque. Il disait que tous les phénomènes dans l'univers sont interconnectés, sont en interdépendance. Tous les phénomènes existants dans l'univers. Et si je fais le parallèle aujourd'hui, juste sur ce point-là, en physique quantique, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Alors pour ceux qui... Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la physique quantique dans cette salle. Est-ce que tout le monde sait plus ou moins de quoi ça traite comme science? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout? Levez la main. Donc la physique quantique, c'est l'étude, c'est la science du monde des particules atomiques. Dans notre connaissance actuelle, ce qu'il y a de plus petit, c'est l'atome. L'atome a un noyau qui est formé de protons, qui est dur, même ça on n'est pas vraiment sûr, soi-disant c'est une masse, c'est là où est la masse, et tout le monde autour, c'est le monde des particules, c'est le monde des électrons, c'est le monde de l'énergie. Et juste pour vous donner une idée, ce noyau-là représente comme une orange dans Marrakech. Imaginez, l'orange c'est le noyau, et tout Marrakech autour, c'est le monde des particules, c'est là où l'énergie circule. Et l'étude de ces phénomènes-là, de comment ces particules se manifestent, c'est la physique quantique. Et c'est une vraie science, qui arrive avec des conclusions très particulières. Et la conclusion à laquelle arrive cette science-là, dans l'intrication quantique, c'est une expérience qui a été faite il y a 25 ans, 25-30 ans, à Genève, avec des grands canons à électrons. Donc exactement au CERN, ils ont étudié comment c'est ce qu'ils ont appelé les particules jumelles. Donc ils se sont dit, tiens, si on coupe une particule en deux, donc c'est le petit électron qui circule, qu'on le divise, donc on a deux particules jumelles, et qu'on les propulse à deux directions opposées, dans des canons opposés, on va voir comment elles se comportent. C'est très intéressant ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, au bout de chacun de ces, on va dire, tunnels ou canons à électrons, ils ont mis plusieurs directions possibles, donc plusieurs
va dire, tunnel hein, où la particule pouvait se diriger. Ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils refaisaient l'expérience, les électrons suivaient le même chemin. Ils ont essayé 10 fois, 100 fois, 1000 fois. À chaque fois, les deux particules jumelles, une fois qu'elles sont divisées en deux, elles allaient dans une direction différente. Et ça a bouleversé tous les fondements de la science moderne, tous. Ça veut dire que finalement, il y a quelque chose, mais qu'on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a une intelligence dans ces particules, une fois qu'on les divise, qui est en dehors de l'espace, du temps et de toutes les lois que Einstein nous a exposées et finalement qui sont les fondements de la physique moderne, qui font que ces particules suivent le même chemin. Et ça ouvre finalement la porte à beaucoup de conclusions et de théories. Et là, on rejoint tout à fait les théories et les conclusions auxquelles sont arrivés beaucoup d'êtres et de guides spirituels comme Bouddha ou dans le yoga, que finalement, tout est connecté dans l'univers. Nous sommes tous, c'est-à-dire que si on fait bouger un petit électron sur cette petite lampe, peut-être qu'au même moment, il y aura un phénomène de résonance à l'autre bout de l'univers, instantanément. Et ça change notre conception de nous, d'abord, et de notre contenant et de l'univers dans lequel on évolue. Après, il y a des chercheurs russes, je vais pousser un peu cette théorie-là pour que vous la... Voilà, et on va même faire un exercice pratique pour que vous l'intégriez. Quelques années après, il y a deux chercheurs russes, on appelle l'expérience de Popolev, qui ont essayé de pousser cette, on va dire, conception, cette théorie de l'intrication quantique un peu plus loin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un bocal un peu comme celui-là, ils ont créé le vide. Une fois que le vide, et ça on sait le faire en physique, créer le vide, ils ont mesuré où se plaçaient les particules à ce moment-là. Conclusion, ils s'y attendaient, les particules étaient manifestées de façon complètement désordonnée, aléatoire, partout dans ce bocal où il y avait le vide. Pas de problème, la science l'avait déjà prédit, donc pas de surprise jusque-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont pris un échantillon d'ADN humain dans la bouche d'un cobaye. Ils ont placé cet ADN, cet échantillon d'ADN dans le même contenant, dans le même bocal, et là, grande surprise, grande stupéfaction, tous les électrons, les particules dans ce bocal-là, s'étaient organisés de façon ordonnée autour de l'ADN humain. Et ça, ils s'y attendaient pas. Ils s'y attendaient pas du tout. Et ça a encore bouleversé notre conception finalement de l'influence qu'on a sur la matière. Complètement. Ils ont poussé l'expérience encore plus loin. Ils ont retiré l'ADN, hein, et quand ils ont mesuré ce qu'il y avait à l'intérieur du contenant, ils ont trouvé que les particules avaient conservé l'ordre que l'ADN avait transmis dans le même. Et c'est ce qu'ils appellent le phénomène de l'ADN fantôme. Einstein détestait il appelait ça spooky theory. Vous ne pouvez pas l'accepter. Vous ne pouvez pas l'accepter. Et ça nous ouvre toute une porte, c'est-à-dire que finalement, à chaque fois, si on met ça en rapport dans nos vies, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on bouge, qu'on se déplace, on a une influence directe sur le monde des particules. Direct. Notre ADN influence le monde des particules. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde dans la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris, qui n'ont pas saisi des conclusions de ces expériences-là? Tout le monde suit? C'est cool. Parce que peut-être je vais un peu trop vite. Si c'est trop rapide, vous me dites. Toujours en suivant ces principes-là, quelques années après, des chercheurs de l'armée américaine ont retesté cette expérience-là, mais de façon différente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. Ils ont pris un échantillon d'ADN, ils l'ont isolé dans le vide, et ils voulaient voir quel était le lien entre le donneur d'ADN et l'ADN. Et ils ont transmis un signal électrique à l'ADN dans le bocal où ils avaient créé le vide. Et le patient, ils ont mis le patient dans une salle isolée et ils ont commencé à lui montrer des images pour susciter des émotions. La peur, la colère, l'angoisse, la joie. À chaque fois que ces émotions étaient stimulées, ils mesuraient des impulsions électriques qui se manifestaient au niveau de son ADN qui était séparé dans le bocal. Alors là, ça aussi, ça a complètement, on va dire, changé la perception de voir aussi ce type de lien. Et ils se sont dit, est-ce qu'il y a un rapport avec l'espace et le temps? Finalement, si j'éloigne ce patient, est-ce qu'il y aura un décalage? Donc ils ont fait l'expérience
à 50 km, 100 km, ils sont allés jusqu'à 600 km en utilisant une horloge atomique et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois que le patient était stimulé, la mesure électrique sur l'ADN était instantanée. Avec une horloge atomique. Bien sûr. Et on trouve ça, c'est comme ça que l'univers fonctionne. Ça veut dire que finalement on revient à cette... Ben en fait, il y a, dans l'univers, tout est interconnecté, tout est en interpénétration et tout est lié. Et ça change notre conception de la vie. Imaginez que vos pensées, on disait ce droit mental, peut-être a un impact direct à l'autre bout de l'univers. Peut-être qu'il y a des nos amis extraterrestres un peu plus loin qui souffrent de toute notre négativité, on ne le sait pas, mais on pollue. Hein. C'est possible, pourquoi pas. En tout cas, d'après la physique quantique, c'est pas moi, c'est la physique quantique qui arrive à ces conclusions-là. Tout est interconnecté, donc il y a un impact direct. Si l'émotion a un impact direct électrique sur le monde autour de nous, pourquoi est-ce qu'il y aurait une limite? Il n'y a pas de limite en fait. Et ça quand même, ça pose des sacrées questions sur nous-mêmes. Et notre impact, pas seulement sur notre univers proche, mais sur l'univers entier. Si chacune de nos émotions, chacune de nos pensées ont une influence sur le quantum, il n'y a pas, vous savez, dans le monde quantique, il n'y a pas de frontières. L'univers entier est un vide quantique où les énergies circulent. Il n'y a pas, dans le monde quantique, il n'y a pas votre corps, il n'y a pas mon corps, il n'y a pas la planète Terre, il n'y a qu'un vide, finalement, sidéral où les énergies circulent. Il n'y a rien d'autre. Dans cette réalité-là. Mais elle est scientifique parce qu'elle existe, elle est mesurable. Donc on va faire une expérience pratique. Essayez de prendre la main, prenez la main de votre voisin, tous. Chacun, prenez la main de votre voisin. Alors imaginez-vous, approchez-vous pour ceux qui en parlent, s'il vous plaît. Elle dort, c'est pas grave, elle enregistre. Imaginez-vous qu'à chaque fois que vous tenez la main d'une personne, combien de fois dans une journée on serre la main d'une personne? Combien de fois? 10 fois, 15 fois, 20 fois peut-être? C'est possible, hein? C'est possible. Imaginez-vous qu'à chaque fois que vous serrez la main de quelqu'un, vous laissez une partie de votre ADN. Est-ce que vous imaginez? Et l'autre personne laisse une partie de son ADN sur votre main. Est-ce que vous imaginez? Mais c'est réel. Si on prend l'expérience de l'intrication quantique et ses conséquences, comme je vous l'ai exposé, on arrive à cette conclusion-là. Là, c'était juste un petit bout d'ADN. Hein. Là, il y a beaucoup plus d'ADN. Quand vous tenez les mains, il y a plein de choses qui circulent. Imaginez-vous que vous laissez une empreinte de vous-même à toute autre personne dans votre vie à qui vous serrez la main. Et à chaque fois que vous avez des émotions négatives, vous influencez l'autre personne. Est-ce que vous imaginez aussi? Et ça, c'est pas de la spéculation, oui. Ben, c'est l'expérience que j'ai exposée juste avant. Quand ils ont isolé l'ADN humain, et ils ont créé des émotions chez le patient, il y avait des stimulations électriques sur son ADN. C'est-à-dire que si vous laissez un bout de votre ADN sur la main de l'autre, et qu'après vous rentrez en dépression, la personne qui a gardé un bout de votre ADN va avoir cette impulsion-là, cette énergie. Et ça nous fait réfléchir finalement à notre place, à notre responsabilité, et à la façon finalement dont on doit aborder les choses. En même temps, bien sûr, mais je passe déjà de nous en tant que... Bien sûr qu'on reçoit, bien sûr, mais déjà nous, on donne. Donc, et moi en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Ça fait poser des bonnes questions, je trouve. Ça veut dire, moi je pense que ça nous amène à se poser la question de notre responsabilité sur Terre et dans notre environnement. Et c'est ça, parce que la plupart des gens, ne pensez pas que quand vous rentrez dans des états négatifs, que vous rentrez dans un mal-être, il n'y a que vous qui le sentez, c'est faux. Vous êtes liés à l'univers. C'est ça qui est important de saisir. C'est que finalement, à chaque fois que vous avez des émotions négatives qui renferment, pas qui ouvrent, on va dire que les énergies positives c'est ce qui ouvre, et ce qui renferme. Et les énergies négatives, c'est ce qui renferme, la colère, la haine, la dépression, l'angoisse, l'irritation, etc. Ce sont des énergies qui se renferment. À chaque fois, vous allez transmettre cela bien au-delà de vous. Vous allez communiquer avec le reste. Et ça fait poser des questions. Ça fait poser les bonnes questions. D'où comment je pratique, comment je me comporte, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et vous allez voir d'ailleurs dans la technique de cohérence cardiaque que je vais vous enseigner,
ben, on va commencer par le sentiment. Comment créer un sentiment positif, un sentiment qui ouvre dans le cœur, pour pouvoir créer cette communication optimale entre le cerveau et le cœur. Donc ça vous donne juste une petite idée. Vous pouvez vous garder si vous êtes à l'aise les mains. Mais c'était juste pour vous pouvez garder les mains serrées. Ça aide à plus ancrer. C'est ancrer l'expérience, le concept dans la matière. C'est juste lui donner une forme. Parce qu'on peut, bien sûr, on peut aller plus loin dans l'air, dans les débats. Tout est lié finalement. C'est comme, on a eu l'illusion de créer des frontières. Vous voyez bien, juste à notre niveau dans l'écologie, par exemple, on a pensé faire des frontières, chacun pollue dans son coin. Ben non, en fait, ça marche pas. Il n'y a pas de frontières sur Terre. On vit tous dans le même globe, donc tout est lié. Si vous polluez ici, ça a un impact à l'autre bout. Même sur le pôle Nord, je veux dire, il y a pas. C'est des frontières illusoires qu'on a créées. C'est ce modèle de séparation qu'on nous a inculqué depuis notre enfance. Non, on est tous connectés. Tout est connecté sur le globe terrestre et dans l'univers. C'est ce que les nouvelles sciences nous démontrent aujourd'hui. À partir de là, maintenant que vous avez saisi ça, que vous avez une perception, peut-être c'est pas une réalité pour vous, mais pour ceux qui n'y croient pas, je vous demande pas d'y croire, juste d'ouvrir cette porte-là. Si vous ouvrez cette porte que finalement tout dans l'univers est connecté et forme finalement une entité, c'est ce qu'on appelle dans la religion musulmane tawhid, l'unicité. Et en fait, ça rejoint l'interdépendance, l'interconnexion entre tous les phénomènes. S'il y a quelque chose qui finalement relie tout dans l'univers, on peut percevoir ça comme une entité cosmique, possiblement. Donc maintenant, on va parler un peu de l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, et on va après, là on va sortir de la physique quantique, on va rentrer un peu de la neuroscience, et puis tout simplement de la science classique. Sur le cœur, il y a un docteur aux États-Unis, d'ailleurs il avait un nom qui lui était prédestiné, il s'appelait Docteur Arnold. C'est drôle, c'est lui qui a fait cette découverte. Il a découvert qu'il y avait plus de 20 000 neurones dans le cœur. Et ces neurones-là étaient très très sophistiqués. Ce sont des neurites sensorielles. Il a découvert qu'il y avait 20 000 neurites sensorielles dans le cœur, qui l'a appelé l'intelligence du cœur. Et ça, ce sont des recherches qui sont aujourd'hui indéniables. Elles ont été revues, publiées, validées par des milliers de scientifiques dans le monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ces neurones existent, on a déterminé leur fonction, et elles sont là. Et donc dans ces recherches, il a trouvé que ces neurones du cœur avaient une influence directe sur les neurones dans le cerveau. Et qu'il y avait une communication, et que finalement l'impulsion venait toujours du cœur. D'ailleurs, ils ont fait des tests sur des patients avec un peu le même type d'expérience que les Russes et les Américains ont fait sur la personne qui était en face de ces images. Ils ont mis des personnes en face d'images pour susciter des émotions, et ils ont mesuré avec tout leur panoplie d'outils les différents battements, réactions du cœur, en suscitant des émotions, les unes après les autres. Ils se sont rendus compte, sur toutes les expériences qu'ils ont faites, que le cœur avait l'information 10 secondes avant que le patient réagisse. Et ça, ils l'ont réessayé, et ils sont toujours arrivés au même résultat. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mesuré que le cœur avait l'information, bizarrement, on ne sait pas comment. C'est-à-dire qu'ils mettaient une image, donc il y avait une émotion qui se manifestait, il y avait des temps entre les images de plusieurs minutes, et avant que l'autre image arrive, 10 secondes avant, le cœur savait déjà que ça allait être la peur, ou la, je sais pas, ou la joie, ou telle émotion. 10 secondes avant, le cœur avait déjà l'information. Et ils sont arrivés à la conclusion que finalement, c'est le cœur qui initiait le dialogue. C'est l'intelligence du cœur qui transmettait aux neurones du cerveau les informations pour créer toutes les réactions biochimiques. Quelle est la fonction des neurones dans la tête? On va les expliquer. J'ai commencé à les expliquer, je vais les aborder avec vous. On va y aller étape par étape. Oui, tout à fait. Bien sûr, les sentiments, ce sont des émotions plus profondes. Et d'ailleurs, toute la technique que je vais partager avec vous, elle est basée là-dessus. Elle est basée sur comment créer ce sentiment dans le cœur pour pouvoir créer ce dialogue. Et tout est basé sur les sentiments, les émotions profondes. Donc la première connexion,
elle est hormonale, hein, entre le cœur et le cerveau. Parce que le cœur génère une hormone qui s'appelle l'oxytocine, qui est l'hormone du bonheur. Et grâce à cette hormone, il gère ce qu'on appelle le phénomène d'homéostasie dans le corps. C'est-à-dire grâce au phénomène hormonal biochimique du cœur, le cœur permet à toutes les autres hormones de se réguler dans le corps. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Une des autres connexions qu'il y a entre le cœur, les neurones du cœur et ceux du cerveau, c'est la communication biophysique. Elle est tout simplement rythmique. Et on sait, vous savez, même dans vos téléphones, vous mettez votre doigt là aujourd'hui, c'est les Samsung, et selon comment votre cœur il va dire est-ce que vous êtes stressé ou pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la biophysique, la communication biophysique. C'est-à-dire votre cœur, selon comment il bat, hein, il va transmettre une vibration, un message à tout votre corps. Que ça soit du stress ou tout autre type, à travers ces rythmes. Donc c'est le rythme qui transmet ça. Et une des fonctions aussi qui est extraordinaire, que je vais un peu approfondir, c'est le champ magnétique. Comme je vous ai dit, le champ magnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Et il est mesuré aujourd'hui. Il est mesuré. Et aujourd'hui, on arrive à le mesurer jusqu'à 5-6 mètres. Mais c'est juste qu'on n'a pas les outils pour mesurer plus. Mais on pense que peut-être qu'il a une incidence infinie, qu'il n'a pas de limite en fait. Si c'est de l'énergie qui se dégage, le champ magnétique finalement, et il a des impacts. Il a des impacts. Selon comment il vibre, selon comment ce champ irradie, il va avoir des impacts sur le reste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se forme sous forme d'anneau, hein, ce champ-là. Je ne sais pas si vous connaissez la forme du tor, c'est celle-là, que vous voyez ici. C'est un tor, hein, le tor, ça fait comme ça. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre, il a un tor comme celui du cœur. Il protège la Terre de toutes les irradiations dangereuses solaires, en fait toutes les manifestations dangereuses du cosmos autour de nous. Nous protège ce champ magnétique. Ben, le cœur, finalement, il a un champ magnétique qui se dégage de la même façon. Et ce qui est intéressant, c'est de voir peut-être qu'il y a un lien entre ce champ-là et celui de la Terre. Vous savez, le champ magnétique de la Terre va vibrer à une certaine fréquence. Certains sont arrivés, ça s'appelle la résonance de Schumann. Et dans la résonance de Schumann, il y a plusieurs fréquences, mais la fréquence la plus prédominante, c'est 17,8 Hz. Donc il y a une fréquence. Hein. Le champ magnétique terrestre dégage une musique, dégage une vibration. Pour ceux qui étaient là ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait la classe de ce matin, les bols que j'ai utilisés ont des fréquences qui sont pures, qui sont précises. C'est des identités. C'est des identités en termes de fréquence. Là, c'est pareil. Notre cœur aussi a une fréquence. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une expérience, il y a un phénomène qui s'est déroulé en 2011, qui a tout jamais changé notre perception sur notre relation au champ magnétique terrestre. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2011 pour ceux qui s'en rappellent? Il y a eu un phénomène, un événement qui a chamboulé un peu l'humanité, c'était le 11 septembre. Donc à ce moment-là, il y avait des satellites géostationnaires qui avaient été envoyés juste pour étudier l'écologie, le champ magnétique terrestre, etc. Et puis tout un tas d'autres trucs, ce sont des satellites, ce qu'on appelle climatiques. Donc ils étaient en train de mesurer les différents phénomènes climatiques. Hein. GOS, c'est de Geostationary Environmental Observation Satellites. Et à ce moment-là, eux, ils faisaient des mesures. Mais c'était bon, je crois pas au hasard. Mais à ce moment-là, ils étaient en train de mesurer le champ magnétique avec tout un tas d'autres données. Et quand les scientifiques, le jour du 11 septembre, ont reçu les données du satellite, ils se sont rendus compte qu'il y avait une variation, une amplification du champ magnétique terrestre jamais vue auparavant. Jamais. Il a été multiplié par 20-30 fois de son champ normal. Ce qui était jamais observé depuis des années. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont mesuré cette variation-là juste au moment où les premières images des avions qui ont craché sur les tours sont arrivées partout dans le monde. Et vous savez que ça a été le premier événement où autant d'êtres humains qui ont vu les mêmes images au même moment. En l'espace d'une heure, presque 3 ou 4 milliards d'êtres humains ont eu accès à ce traumatisme. Ça a été un événement traumatique. On ne peut pas ignorer cet événement-là, c'est pas possible. Il y a un lien. C'est à la même heure. Ça veut dire que les émotions générées par le cœur à ce moment-là, par tous les êtres qui ont observé
cette catastrophe ont influencé le champ magnétique terrestre. Ça vous donne la force, hein, c'est des petits cœurs, et ça vous donne un exemple hein, de à quel point, et ça a été mesuré, c'est tangible, on ne peut pas le refuter. C'est des mesures qui ont été là prises avec beaucoup de précautions, et donc ça nous donne une idée un peu de la force de ce champ magnétique et son champ d'action. Et d'ailleurs, vous le ressentez tout de suite quand vous arrivez en face d'une personne. Qu'est-ce qu'on ressent d'abord? Finalement, c'est son champ magnétique du cœur. On peut le sentir derrière. Vous pouvez rentrer dans une pièce et sentir qu'il y a du stress, qu'il y a de la tension, etc. Même en fermant les yeux, vous la sentez. C'est ces champs magnétiques qui communiquent. Et vous sentez ces... Le champ magnétique du cœur, je considérais l'aura, c'est le champ magnétique du cœur. Alors, on peut faire un parallèle. Si on prend le cœur comme organe maître, c'est possible. Mais sauf que l'aura peut-être a d'autres couches, d'autres choses qu'on ne mesure pas. Le champ magnétique... Exactement. C'est-à-dire que, par contre, le champ magnétique, c'est pas... Il y a 200 ans, on ne savait pas ce que c'était. On ne comprenait pas. Mais l'aura a toujours été décrite depuis... Oui, mais pas mesuré par... moi, je parle de science, bien sûr. Non, je parle vraiment de ce qui est mesurable par la science. Parce que ce que j'essaie de partager avec vous ici, ce sont des éléments scientifiques que notre science approuve. Parce que ça va nous aider à comprendre ces autres, on va dire, phénomènes et descriptions des traditions plutôt spirituelles comme le yoga. Mais là, on est vraiment dans des interprétations scientifiques. Donc, une fois qu'on comprend finalement ce champ magnétique du cœur, on peut comprendre l'influence qu'on peut avoir aussi. Hein, on a vu l'ADN, donc là, c'est à travers l'intrication quantique, mais juste à travers l'irradiation, hein, la manifestation, l'aura du champ magnétique du cœur, on a un impact direct aussi sur des choses beaucoup plus grandes que nous. Et là, on a eu un impact sur le champ magnétique terrestre qui est énorme, qui est comparé même à 6 milliards de cœurs humains, on est dans des proportions qui sont vraiment pas calculables. Donc voilà. Je vous ai donné toutes ces données juste pour vous préparer, parce que c'est important de rassurer un peu votre mental. C'est ça mon but. Hein. J'expose pas tout ça juste pour vous faire. C'est pas un phénomène. Je fais pas ça pour juste faire plaisir à votre intellect et se réjouir un peu de tout ça. Non, c'est juste pour saturer un peu votre mental et lui dire voilà, on va mettre le mental de côté, on l'a rassuré là. Il est conscient qu'il y a plein de choses qui le dépassent, que finalement il n'est pas le maître à bord, qu'il y a plein de choses qui se passent en dehors de lui, que finalement tout est connecté, que le cœur il a une fonction qui est beaucoup plus importante que lui. C'est très important de lui dire, mais on l'a pas fait, on a fait ça dans le partage. Et tout ça c'est juste pour aborder cette technique de cohérence cardiaque qu'on va découvrir ensemble. Alors la base de cette technique de cohérence cardiaque, pour créer ce dialogue à 0.1 Hz, et juste pour revenir sur les fréquences, 0.1 Hz, c'est la fréquence à laquelle communiquent les baleines. Elle n'est pas audible à l'oreille humaine, c'est des fréquences très basses, très très apaisantes. Et c'est cette fréquence-là qui est dégagée par le cœur pour créer le phénomène de cohérence, d'optimisation et d'harmonie entre le cœur et le cerveau. Mais pour cela, il faut d'abord créer un sentiment dans le cœur. C'est ça la base en fait. Et là, on retrouve le lien avec toutes les traditions spirituelles qui travaillent sur le cœur. On a fait la classe Open Heart hier, hein, c'est le cœur. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce que je mets dans mon cœur? Hein? Et c'est en créant des sentiments profonds, si vous prenez par exemple, je peux vous donner si vous voulez, des petits aperçus ou des liens avec des traditions. On prend juste le soufisme pour ceux qui connaissent. Le soufisme, toutes les écoles et voies soufis ne font que travailler sur le cœur. Et les répétitions des noms divins ne sont là que pour éveiller le sentiment dans le cœur. C'est ça qui compte. Tous les moines bouddhistes, par exemple au Tibet, les mantras qu'ils répètent, c'est pas pour répéter des mantras. C'est juste pour se mettre dans une condition pour un moment créer ce sentiment profond. C'est pas le mantra qui est important, c'est créer ce sentiment. Excusez-moi, on dit que c'est pour créer des vibrations. Pour revenir sur la physique quantique. Oui. En fait, c'est la sonorité, comme vous travaillez avec les mots, la sonorité crée des vibrations, ces vibrations agissent sur le magnétisme. Exactement, mais nous pouvons créer ces sentiments par la propre force de notre conscience. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est notre monde intérieur. C'est en dehors de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Peu importe, il peut y avoir la guerre autour de moi, je peux fermer les yeux et créer un sentiment
dans mon cœur qui est en dehors de ce qui se passe autour de moi, qui n'a pas de lien. Et c'est ça le secret, c'est comment je vais éveiller ce sentiment-là. Et il faut que chacun d'entre vous trouve un point d'ancrage. Normalement, je partage des qualités de l'amour, j'ai pas eu le temps de le faire parce que j'aurais fait un atelier beaucoup plus long, mais je vous propose tous d'essayer de trouver un repère dans votre vie. Un repère, ça peut être un grand moment de tendresse avec un enfant, ça peut être une retrouvaille, un sentiment d'union avec un être cher, un amoureux dans le couple, ça peut être la découverte d'un paysage qui vous a stupéfait et qui à un moment a créé ce sentiment dans votre cœur. Essayez juste de trouver dans votre vie, fermez les yeux, essayez juste de trouver dans votre vie un moment où vous avez pu sentir ce sentiment, même si vous n'en étiez pas peut-être. Ça nous est tous arrivé, à un moment ou à un autre, de pouvoir créer un sentiment, de ressentir quelque chose de profond dans notre cœur. Ça peut être, pour certains, dans un moment de prière, dans un moment de recueillement, dans un moment de contemplation, c'est pas important. Ça peut être la nature, l'observation de la nature. Pour chacun, c'est différent. L'important, c'est de trouver un point d'ancrage qui va réveiller ce sentiment dans votre cœur. C'est ça qui est important. Essayez de créer un sentiment profond dans votre cœur, très profond. Faites-le émerger. On a, comme je vous ai dit, à travers tout cet atelier, on a rassuré le mental, on l'a apaisé, on lui a donné assez d'informations pour qu'il vous permette de goûter à votre cœur, qui a sa propre intelligence. Rappelez-vous, on a découvert qu'il y avait toute une intelligence avec tout un tissu, un système neuronal hyper sophistiqué dans le cœur qui était indépendamment du cerveau et qui, même à l'opposé et en contradiction avec tout ce qu'on peut penser, est à l'origine même de ce que votre cerveau peut générer comme hormones ou comme impulsion. Votre cœur est à l'origine de tout, votre cœur est au centre de votre corps, il est au centre de vos corps énergétiques aussi, c'est le chakra central, c'est le lien entre le bas et le haut, entre l'intérieur et l'extérieur. D'ailleurs, dans toutes les traditions spirituelles, comme je vous l'ai dit, le cœur est central. On prend chez toutes les tribus indiennes, aborigènes d'Amérique du Nord, toujours, là, ils mettent toujours la main devant le cœur et ils pensent que les réponses profondes sont dans le cœur. Ils ont cette conviction profonde que toutes les réponses profondes sont dans le cœur. Dans le yoga, on fait un namasté, on met les mains des deux paumes sur le cœur. Et maintenant, une fois que vous avez créé ce sentiment-là, mettez la main sur votre cœur, le pouce, la main. Créez un contact direct, c'est ça qui est important. C'est juste de créer un contact. Ce contact va permettre de focaliser votre mental sur un point précis. Ça peut être le pouce, les Tibétains font comme ça, par exemple, les Indiens font comme ça, chez nous on fait plutôt comme ça, il faut le faire comme ça. L'important c'est juste de créer un lien, un contact. C'est un contact physique, matériel. Et on le retrouve, comme je vous ai dit, dans toutes les traditions spirituelles du monde. On retrouve cette manifestation-là, de mettre quelque chose en face du cœur, de toucher le cœur, de créer ce lien. Donc, c'est important, c'est quoi? C'est de comprendre le sentiment et de créer le contact. Est-ce que tout le monde a un point d'ancrage? Est-ce que tout le monde a repéré un sentiment profond qu'il ressent à l'intérieur de lui? S'il y a quelqu'un qui n'est pas arrivé, qui lève la main, on va continuer avant. Alors, s'il te plaît, essaie juste de plonger dans ta mémoire, essaie de te rappeler un moment. Un moment qui a éveillé des émotions hautes, qui a réveillé quelque chose dans ton cœur. Dans ta vie, à n'importe quel moment, peu importe ce que c'est, dès que tu touches à ce moment-là, prends-le. Prends-le comme un point de repère. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un enfant, ça peut être une rencontre, ça peut être une pratique, une prière, un événement particulier. Il faut juste fermer les yeux et c'est juste, tu vas le trouver, t'inquiète pas. Tout le monde l'a trouvé, tu vas le trouver. Surtout, t'inquiète pas. Ferme les yeux, tu vas y arriver. Donc la première étape de cette technique de cohérence cardiaque, afin de pouvoir créer cette fréquence, afin de pouvoir et permettre au cœur de générer cette fréquence à 0,1 Hz. Cette fréquence optimale entre le cœur et le cerveau, pour qu'il y ait un dialogue, comme un dialogue amoureux, un dialogue de paix, de joie entre le cerveau et le cœur, sans conflit, sans barrière, sans frontières.
cela, mettez la main contre le cœur. La première étape, c'est de créer un lien physique comme on l'a vu. Mettez la main, mettez les deux paumes contre le cœur. Sentez, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être des picotements, ça peut être un peu de chaleur, ça peut être tout simplement, vous sentez votre pouce, peut-être que vous sentez les battements de votre cœur. Mais ce qui est important, c'est juste de diriger toute votre attention sur ce point-là. Ça va vous permettre de le sentir. Une fois que vous êtes arrivé à sentir ce point d'une façon ininterrompue et constante, on va ralentir le souffle maintenant. C'est la deuxième étape. Vous allez ralentir, à l'inspire, essayez de ralentir votre souffle. Et à l'expire, vous ralentissez. Pourquoi ralentir le souffle? Parce que vous allez transmettre à votre corps, vous allez lui donner l'information qu'il est en sécurité. Et c'est très important pour lui parce qu'il ne peut pas vous laisser rentrer dans votre cœur si vous ne lui dites pas qu'il est en sécurité. C'est pour ça. Et en ralentissant votre souffle, vous lui transmettez l'information, je suis en toute sécurité ici maintenant. Je suis en paix. Rien ne peut m'arriver, je suis en toute sécurité. À l'inspire, essayez de prendre 3 temps, 4. Puis à l'expire, 4. Faites autant de temps que vous voulez. Ce qui est important, c'est de ralentir. Et vous allez voir que plus vous ralentissez, plus vous sentez le contact, plus tout votre corps se détend et le souffle de lui-même se ralentit. Il devient très profond. Voilà, là on sent que tous les corps s'apaisent. Je le ressens. Tous les corps sont en train de s'apaiser. Puis quand vous êtes rentré bien dans votre souffle, il s'est bien apaisé, ralenti. Maintenant, revenez à ce point d'ancrage. Créez le sentiment dans votre cœur. Rappelez-vous les choses qui vous a fait vibrer, la chose qui vous a fait sentir des sentiments hauts, des émotions hautes, quelque chose qui a ouvert votre cœur une fois dans votre vie. Et quand vous avez ce sentiment, laissez-le s'émerger, laissez-le s'ouvrir dans votre cœur. Laissez-le prendre sa place. Et ce sentiment va permettre au cœur de s'ouvrir. Il va permettre au cœur de rentrer dans la synchronicité avec le cerveau. Et là, en créant ce sentiment-là, la fréquence de 0,1 Hz, la fréquence optimale, commence à émerger. Vous rentrez en dialogue harmonisé avec votre cerveau, entre votre cœur et votre cerveau. Votre cerveau, votre mental s'apaise. Et vous sentez votre cœur qui grandit. Vous rentrez en cohérence. Vous goûtez à quelque chose de plus profond en vous-même. Vous goûtez à la conscience qui est au centre de votre cœur. En dehors des turpitudes, en dehors du brouillard mental qui vous habite en temps normal. Goûtez à ce moment-là. Laissez-vous emporter. Laissez-vous aller. Il n'y a plus rien autour de vous. Il n'y a que votre cœur qui existe. En harmonie avec l'univers. En harmonie avec son contenu. En harmonie avec toutes les manifestations autour de vous. Car comme le disent certaines traditions, l'univers entier est d'abord dans votre cœur. L'intelligence est d'abord dans votre cœur et se manifeste dans l'univers autour de vous. Goûtez à ce sentiment, goûtez à cette cohérence. Laissez-vous plonger encore plus dans votre vie. Vous goûtez à votre conscience profonde, à votre identité profonde. Cette identité qui est indélébile. Cette identité qui est en dehors du temps, de l'espace, en dehors de toutes les manifestations matérielles, humaines. Cette énergie, cette conscience qui vous habite et qui habite tout le cosmos.
est en vous comme elle est en chacun d'entre nous, et comme elle est en chacune des créations et manifestations du monde. Beaucoup arrivent à la conclusion qu'elle est au centre du cœur. On peut la goûter et y toucher. On ne fait que toucher, car cette conscience-là nous dépasse complètement. Mais on peut avoir un petit aperçu. Et une fois qu'on y goûte, le corps rentre en symbiose. Vos centres énergétiques s'alignent. Vous devenez un en vous-même. Vous devenez un avec l'univers. Vous n'avez plus de personnalité. Vous n'existez plus. Vous n'êtes plus que cette énergie, cette conscience. Cette conscience qui vous donne du temps. Cette conscience qui est inchangée, inchangeable, immodifiable, éternelle, pure, lumineuse. Elle est vous. Elle est en chacun de nous. Vous pouvez y goûter à n'importe quel moment. C'est ça le secret. Vous n'avez besoin ni de maître, ni de courant. Vous avez besoin juste de vous connecter. Vous avez juste besoin de laisser aller. Lâcher prise. Et là, pour ceux qui ont une question profonde, une question vraiment très profonde, existentielle, une question qui a une importance cruciale pour vous. Si vous avez une question à laquelle vous voulez répondre, maintenant posez-la à votre cœur. Posez cette question à votre cœur. Et vous allez voir que vous allez avoir la réponse. C'est extraordinaire. Posez-vous la question qui vous est importante, la question qui vous est chère. Sur vous-même, votre environnement, votre divinité. Peu importe. Posez cette question en toute pureté, en toute innocence. Posez-la à votre cœur et observez la réponse. Observez la réponse qui se manifeste autour de vous. Toutes les réponses sont en vous. Vous pouvez passer votre vie à voyager, à lire des livres, à chercher la connaissance. Et la connaissance la plus ultime, la connaissance la plus profonde, elle est en vous d'abord. Elle est en vous. Et vous pouvez y piocher. Vous pouvez à n'importe quel moment y accéder. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez à n'importe quel moment poser la question à votre cœur. Il a la réponse. Il a toujours la réponse. Car c'est lui la conscience.
Revenez à votre souffle. Revenez à votre bas-ventre. Sentez votre abdomen. Gardez les yeux fermés. Revenez à votre corps. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, il se dégonfle. Réintégrez votre corps d'abord. N'oubliez pas, vous n'êtes pas séparé de votre corps. Vous êtes votre corps. Intégrez l'intégralité de votre corps en conscience. Puis, revenez à votre souffle. Vos narines, à l'inspire, sentez l'air qui traverse vos narines, à l'expire, l'air qui chatouille vos narines, l'air froid. Puis tout doucement, ouvrez les yeux tranquillement, il n'y a rien qui presse. Le festival est terminé. Vous pouvez prendre le temps tranquillement d'ouvrir les yeux. Vous pouvez lâcher vos pieds. Prenez de l'espace un petit peu. Faites-vous du bien. Lâchez d'accord. Merci à vous tous d'avoir accepté de faire cette expérience avec moi. Et merci surtout d'avoir pris le temps de goûter à vous-même. C'est ça le plus important pour moi. C'est la seule chose qui m'apporte et qui fait du sens. Tout le reste n'est que manifestation matérielle et physique. Ce qu'on a fait ensemble, je pense que c'est ce qui a fait partie des choses les plus importantes, de pouvoir vraiment revenir à son essence, goûter à votre identité profonde. Et ça, voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que je ne vais pas faire des statistiques, mais je vous ai tous ressentis, chacun d'entre vous personnellement. Et voilà, vous avez tous vécu une expérience, vous êtes tous rentrés dans un nouvel horizon, dans un nouveau paradigme, dans un vide, dans quelque chose d'autre, qui n'était pas une manifestation du mental, qui n'était pas le fruit d'un mental qui a essayé de vous amener quelque part, de développer. Vous avez goûté et vous sentez une différence. Il y a de l'énergie, il y a de la vibration, il y a d'autres choses en fait, qui sont en dehors de la perception de vos 5 sens. On a parlé de pratyahara dans le yoga. À un moment, vous êtes coupé de vos sens. Il n'y avait que le son était là juste pour vous accompagner, il permet encore plus l'apaisement, mais plus ou moins vous avez été coupé de ce qui fait que vous êtes en communication avec ce monde. Et ça, vous pouvez, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a duré quelques minutes. Pas besoin d'aller s'isoler pendant, même si ça fait du bien. Vous pouvez tous y arriver, à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que je fais ces ateliers. C'est juste pour vous prouver que vous pouvez y arriver par vous-même. C'est ça le plus important. Et vous êtes tous arrivés par vous-même. Par vous-même, vous avez pu en quelques minutes goûter à quelque chose de profond en vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait cette expérience ou qui n'a pas réussi dans la salle? Voilà. Vous êtes témoin vous-même peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont jamais médité. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais médité dans la salle? Tout le monde a déjà des expériences de méditation. Ce genre d'exercice peut vous amener en quelques minutes, à n'importe quel moment dans votre vie, peut vous recentrer et vous amener au centre de vous. Ça peut être dans une salle d'attente, ça peut être pendant que vous êtes au travail, vous avez une pause de 2-3 minutes, il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse. Et ce genre d'exercice, peut-être que vous allez en trouver d'autres, mais l'important c'est juste d'y arriver. Après, les chemins sont multiples, c'est une façon d'y arriver. Il y a plein de façons d'y arriver. Mais si elle vous a touché, elle vous a pris, voilà, c'est un outil que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment dans votre vie. Vous pouvez, dans n'importe quelle circonstance, vous remettre en cohérence, vous réaligner. Et ça va vous permettre de vivre différemment. D'être moins assujetti à vos émotions, mieux les observer, être plus détaché de vos pensées, et finalement mieux vivre votre vie avec votre entourage, avec vous-même, dans votre travail, dans votre vie de famille, à travers tous les spectres de votre vie. Le fait de pouvoir créer des moments dans le temps d'ancrage, des moments de méditation profonde, ça va vous permettre de créer cet espace.
de créer cet espace entre vous, vos émotions et vos manifestations mentales, et votre mental. Et petit à petit, comme la graine, comme l'arbre qu'on a vu au début de la séance, l'intelligence, elle opère toute seule. Vous n'avez pas besoin de... la magie opère toute seule. Une fois que vous créez, vous donnez le bon terreau, la bonne énergie, le bon soleil, comme pour la plante, quand vous donnez, comme à travers cette méditation, tous les bons éléments, là, les choses s'opèrent par elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de conscience directe du mental, vous n'avez pas besoin de penser à là où vous voulez aller, vous créez juste ce vide, cette paix, cette connexion, et l'intelligence du divin, l'intelligence de la vie fait le reste. C'est elle qui opère, c'est pas vous. Tant que vous êtes identifié à votre personnalité, qui est le fruit de finalement toute votre existence, votre prénom à la naissance, votre culture, votre religion, votre pays, vos écoles, vos amis, etc., qui a fait la personne que vous êtes aujourd'hui, une fois que vous sortez de tout ça, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui est indélébile, qui est cette conscience qui est inchangeable, et elle opère elle-même. Le mental n'a aucune influence sur elle. Rien n'a de l'influence sur elle. Donc, il suffit juste de créer l'espace. C'est ça qui nous est, à mon avis, c'est ma conclusion, c'est ça qui nous est demandé. Juste de créer ce terreau, cet espace, pour laisser la conscience. Mais en fait, elle n'a jamais bougé. Sa réalité ultime, elle est toujours présente, elle nous dépasse. C'est juste qu'on a l'illusion d'en être séparés. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On ne s'est pas rapproché, on a juste levé les voiles. En fait, elle est toujours là. Quand vous dormez, elle n'a jamais bougé, elle est éternelle. Donc on n'a fait que lever les voiles, préparer pour pouvoir y goûter. Parce qu'on a tout un tas de mécanismes, il y a tout un tas de voiles qui sont dus à tout ce dont on a parlé, tout ce qu'on nous a inculqué dans notre vie, qui nous sépare de qui nous sommes vraiment. Donc il vous suffit juste de créer cet espace-là, et après les choses se font toutes seules. Et c'est magique. C'est la magie de la vie. La vie, elle opère.